Qu'est-ce que c'est ce livre que vous avez apporté là, Christine Jean? Alors ça, c'est mon premier livre d'art. C'est la petite collection Carré-Schira, c'est Van Gogh. Donc c'était de mes premières émotions en art, si on veut. Première découverte. Vous aviez quel âge? Je sais pas, j'avais une dizaine d'années. Une vie, une œuvre. Vincent Van Gogh. 1853-1890. Par Simone Dweck, réalisation Nathalie Triandafilides. Il nous emmène dans son monde, enfin il a inventé quand même, il a recréé le paysage, l'univers, la terre. Pour moi c'est sa propre, il a mis de lui-même, de son propre corps dans sa peinture. Donc c'est ça qui est touchant en fait. C'est qu'il a inventé sa peinture. Il y a dans l'avenir un art, et il doit être si beau et si jeune, que vrai, si actuellement nous y laissons notre jeunesse à nous, nous ne pouvons qu'y gagner. Sa vie est une raison d'être, est dédiée à l'art, dédiée à la peinture. Pascal Bonafou. À partir d'un certain moment, bien sûr. Mais elle est du coup, comment dirais-je, elle n'a pas d'autres événements. Il suffit d'ailleurs d'en relire la correspondance somptueuse, plus de 600 lettres qu'il écrit à son seul frère Théo, hein, sans compter les autres qu'il écrit à sa sœur, à des amis peintres, etc., pour se convaincre de ce que les événements décisifs de sa vie, c'est ceux qui concernent sa peinture, pas le reste. Avec en plus une chose extraordinaire, c'est que, alors qu'il est loin de penser à devenir jamais peintre, pendant tous les voyages qu'il fait, et il passe dans sa jeunesse aussi bien par Paris que par Londres, que par Amsterdam, avant donc d'imaginer qu'il peut devenir peintre. Partout. Je dis bien partout. Il n'y a pas une ville dans laquelle il ne se soit pas donné la peine d'aller voir les peintures dans les musées. Il est à Paris, il visite le Louvre. Il est à Londres et il va visiter la National Gallery. Il est à Amsterdam et il visite ce qui est déjà en train de se construire à l'époque, puisqu'il même plus tard il va se plaindre de ce que on dépense beaucoup d'argent pour des peintres morts et pas beaucoup pour des peintres vivants, le Rijksmuseum. Donc partout, au-delà aussi de l'expérience qui va être la sienne, après tout c'est la première profession qui va être la sienne véritablement, quand il est embauché par ceux qui ont racheté la galerie de l'oncle Sempt, il est donc dans cette galerie Bousseau-Valadon, dans la succursale à La Haye, et pour cause, il regarde avec une attention mais extraordinairement scrupuleuse les éditions proposées par cette galerie. C'est donc dire que tout de suite,
Vincent Van Gogh a une sorte d'acuité du regard qui l'emporte, j'allais dire, presque sur tous les autres sens qui sont les siens. La Haye, avril 1882. C'est justement parce que j'ai une patte de dessinateur que je ne puis m'empêcher de dessiner. Je te demande à toi, ai-je douté, hésité, faibli, depuis le jour où je me suis mise au dessin? J'ai des raisons de croire que tu sais, toi, que j'ai lutté sans désemparer, et que mon ardeur a augmenté progressivement, naturellement. À preuve le croquis ci-joint, il a été fait au Guest, sous la Borine, dans une rue boueuse, au milieu du tohu-bohu et du charivari. Je te l'envoie pour te montrer combien mon carnet de croquis témoigne de mon dessein de saisir mes sujets sur le vif. Mais par exemple Ter Steeg, devant une sablonnière, au Guest, où les terrassiers sont en train de placer une conduite d'eau ou une conduite de gaz. Je voudrais voir la grimace et le croquis qu'il ferait. Travailler sur les chantiers, dans les impasses et dans les rues, travailler à l'intérieur des maisons, dans les salles d'attente et même dans les cafés populaires, n'a rien d'une partie de plaisir, à moins qu'on ne soit artiste. Rechercher des sujets, fréquenter les ouvriers, se creuser la tête devant un modèle, dessiner sur place d'après nature, c'est vraiment une besogne ardue et parfois même un sale boulot. Voilà ce que je veux dire. Avant la peinture, j'imagine qu'il doit avoir le sentiment d'être allé d'échec en cul-de-sac. Pascal Bonafou. Il commence une carrière vaille que vaille d'enseignant dans une petite pension londonienne. Ça se termine mal. Il veut, à un moment, devenir comme son père, pasteur. Et il rate à Amsterdam les examens qui lui permettraient de devenir pasteur. Il se dédie malgré tout au besoin qu'il a par la Bible, par les évangiles, de donner la lumière à ceux qui, à ses yeux, en ont le plus besoin, à savoir les mineurs du Borinage, pendant des mois et des mois, exactement, donner la lumière. Hein, mais c'est pas un hasard. Plus tard, métaphoriquement parlant, ce sera exactement la même chose. Donc, il est avec ces mineurs du Borinage, et là, dans ces mines du Borinage, il se veut le plus pauvre des pauvres. C'est Vincent qui va donc se défaire, je sais pas, aussi bien de sa chemise que, etc., et qui va donc, malgré tout, aller jusqu'à l'échec. C'est donc dire que Vincent Van Gogh, avant de commencer sa carrière de peintre, avec au départ, qui plus est, des interdits qui se lèvent en lui, étant donné que lorsqu'il commence à dessiner, c'est justement au travers de cette expérience d'assistant pasteur, c'est l'espèce de faux poste qu'on lui a accordé quand il est dans le Borinage. Donc dans ce monde de mine qui correspond au bout du compte à ce que va être Zola avec Germinal. C'est à peu près la même ambiance. Donc quand il est là-bas, au-delà de l'ambition d'apporter de la lumière, il a aussi l'ambition, par le dessin, de témoigner de la misère de ces hommes et de ces femmes que personne n'a jamais représentés. Quand il va commencer sa carrière de peintre, de dessinateur dans un premier temps, c'est avec l'ambition donc de montrer ces hommes et ces femmes ignorés, oubliés, relégués. De faire témoignage. De faire témoignage. Et puis, du même coup, ça va être pour lui une sorte d'interdit que de suivre les voies normales de préparation à l'époque de ce qu'est la carrière d'un artiste, passer par une école des beaux-arts. Dit-il, il explique ça, noir sur blanc. Pourquoi irais-je dans une école où on va m'apprendre des sujets qui concernent l'Antiquité? C'est pas mon problème. Faire les portraits de personnalités importantes, c'est pas celle-là que je veux représenter, etc., etc. Donc, travailler d'après des plâtres, des moulages, travailler avec des sujets de cet ordre qui seraient proposés par ces académies ou ces écoles des beaux-arts, ça ne le concerne en rien. Et donc, pendant des mois et des mois, il va refuser totalement cette formation normale qui devrait être la sienne. C'est donc dire que là encore, d'une certaine manière, il se met en marge. Il s'écarte des voies, si je veux dire, balisées. Est-ce que là, dans les premiers dessins qu'il fait, dans les premiers dessins de témoignage de la vie des gens, est-ce qu'on retrouve l'origine de Van Gogh? Non, sûrement pas. C'est mauvais, c'est à vomir en sanglotant, passez-moi l'expression, mais c'est terrifiant. Vincent Van Gogh, en début de carrière, c'est pas Mozart enfant, c'est surtout pas ça. Ce sont des petits dessins piteux, mal fichus, avec des traits grossiers, avec des erreurs
pathétique. Donc ça sous-entend que Vincent van Gogh, pour arriver à l'expression spécifique qui va être la sienne, va devoir faire des efforts, mais incommensurables, sur lui-même et sur sa propre maladresse. Aussi bien dans le premier temps qui va être celui du dessin, qu'ensuite, avec le temps de la peinture, qui va finalement véritablement se révéler à lui, uniquement dans une période qui est finalement très courte, 2 ans, entre février 1886, quand il arrive à Paris, et 88, quand il quitte Paris. C'est dans ces 2 années-là que véritablement Vincent van Gogh, qui, de doute en hésitation, d'hésitation en erreur, d'erreur en etc., va enfin devenir Vincent van Gogh. Les 2 ans de mue qui permettent de découvrir Vincent van Gogh, c'est ces 2 années parisiennes. Mais il sait à ce moment-là qu'il veut être peintre. Parce qu'il y a un moment où il le dit. Ah, tout à fait. Il est déterminé, absolument déterminé. Il l'est depuis plusieurs mois, ça va sans dire. Et qui plus est, juste avant d'arriver à Paris, pour la première fois, il va enfin accepter de passer par l'expérience décisive, fondamentale, mais là aussi vécue d'une certaine manière comme un échec, du passage par l'école des Beaux-Arts à Anvers. Il se trouve que dans l'hiver 1885-1886 et les quelques mois qui passent à Anvers, il va se retrouver dans une situation personnelle d'abandon terrifiante. Il va se retrouver avec une situation financière parce que, en amont, si j'ose dire, je dis en amont par rapport aux ressources qui sont les siennes, Théo est dans une situation lui-même pas encore tout à fait sûre pour la responsabilité qu'il va avoir d'une galerie, d'une succursale Bousseau-Valadon à Paris. Et donc, il envoie peu d'argent, ce cher Théo. Et là, pendant les quelques mois donc d'hiver, pas de chance, l'hiver est plus cruel et implacable qu'il ne l'a été depuis longtemps à Anvers. Vincent habite une sorte de chambre de bonne terrible. Le seul repas sûr qu'il ait, c'est ce qui est prévu dans la pension, le petit déjeuner avec la chambre qu'il loue, mais qui n'est pas chauffée. Et le reste du temps, pour tenir, il marche au café et à l'alcool. Rien d'autre. Et donc, c'est en sortant de cette épreuve terrifiante qui est ponctuée entre autres par des rages de dents monstrueuses que Vincent va arriver à l'improviste à Paris. Et là, tout de suite, il y a un événement que je trouve, comment dirais-je, presque mythique et qui m'éblouit absolument dans le récit qu'on peut faire de la vie de Vincent. Vincent descend du train, donc sans avoir prévenu Théo, à la gare du Nord, pour cause, et il écrit sur un petit bout de papier un message à Théo, et il le donne à un grouillot, un saute-ruisseau, un de ces petits gamins qui, dans Paris, cavalent pour donner les messages, et il lui donne rendez-vous dans le salon carré du Louvre. Ce qui veut dire que d'emblée, il va se retrouver, si je veux dire, marquer son séjour parisien sous le signe de la peinture. Alors, après, ce qui est très troublant, c'est que, et pour cause, pendant 2 ans, puisqu'ils vivent côte à côte, d'abord rue Laval, qui est devenue la rue Victor-Massé, dans le 9e arrondissement, ensuite rue des Abbesses, Théo n'aura pas à recevoir de l'aide de Vincent pour avoir de ses nouvelles. Ils sont jour après jour l'un auprès de l'autre. Mais ce qui va être extraordinaire, c'est que on va avoir, et là ça devient fascinant, uniquement l'œuvre de Vincent, les œuvres qui vont se faire à tâtons, d'hésitation, en emprunt, d'emprunt, en plagiat, que Vincent va dérouler pendant les 2 ans parisiens, sans l'ombre d'un commentaire. Sauf, de temps en temps, une lettre à sa famille restée aux Pays-Bas, en particulier à sa sœur Wilhelmine, avec laquelle il a des rapports plus étroits qu'avec les autres membres de sa famille, et puis à quelques amis peintres du style Rappart, etc., etc. Bon. Mais ça veut dire que, enfin, si j'ose dire, l'espèce de silence qu'il y a pour Vincent van Gogh permet de regarder sa peinture sans avoir à se raccrocher à ses commentaires. La Haye, décembre 1881. Comme tu le vois, je t'écris de La Haye. Je suis ici depuis dimanche dernier. J'ai parlé à Mauve en ces termes. Que penserais-tu si je venais t'ennuyer royalement pendant 1 mois? Au bout de ce temps, j'aurais vaincu les premières petites misères de l'art de peindre et je retournerai ensuite au haïku. Eh bien, Mauve m'a installé séance tenante devant une nature morte où trônait une paire de vieux sabots au milieu de quelques autres objets. Et je me suis mis au travail aussitôt. Le soir, je retourne dessiner chez lui. J'ai trouvé dans le voisinage de Mauve un logement modeste que je paie 30 florins par mois, avec le petit déjeuner. Je pourrais donc m'en tirer avec les 100 francs que tu m'alloues. Mauve m'a laissé espérer que je peindrais bientôt des choses vendables. Puis il m'a dit,
J'ai toujours cru que tu étais un triple couillon, mais je me rends compte à présent qu'il n'en est rien. Je t'assure que cette parole de Mauve m'a fait plus plaisir qu'une charretée de compliments jésuitiques. Il est possible que Mauve t'écrive un de ces 4 matins. Sur ces entrefaites, je suis allé à Amsterdam. 8 janvier. Dans le train Paris-Amsterdam, je lis et relis les lettres de Vincent, qui bientôt vont prendre corps en tableau. Impressions, paysages, figures, captées par un regard dévorant. D'une lucidité terrible, dit-il. Des espoirs répétés, de tout ce qui peut l'écarter de son travail. Superposition de descriptions et de lieux, saturés de la couleur et de la lumière du nord à la lumière du midi. Il écrit qu'il faut se faire les yeux d'abord et graduellement à l'autre lumière. Maintenant, aller retrouver sa lumière du nord. Combien de fois Vincent a pris le train à la recherche de sa seule peinture? Amsterdam, musée Van Gogh, avec Léo Janssen. Malheureusement, il y a très peu de lumière dans les œuvres, les premières œuvres. Ce sont les peintures qu'il a fait à Nuenen, à Brabant, dans le sud des Pays-Bas. Et on voit qu'il a peint très noir, beaucoup de vert, de brun, parce qu'il croyait que ça exprimait mieux la vie des gens pauvres, la vie des paysans, etc. Donc il écrivait à Théo, il faut peindre noir, noir, noir. Et ici, s'il s'agit de sur des pommes de nature terre, morte, oui, une pomme de terre. Des corbeilles de pommes de terre. Oui, et aussi une cruche, c'est tout très brun et noir. Et c'est un peu sombre peut-être, et ce qu'il a fait plus tard, c'est une différence énorme. Il y a juste des petites touches de lumière sur quelques pommes de terre, là, sur le haut du panier. Ou là, accents, sur le bord du panier de cet autre tableau. C'était un de ses problèmes. Il voulait peindre noir, mais ça devient mat. Et il faut des taches blanches pour faire que ça vit, que ça brille un peu. Parce qu'on voit que c'est vraiment très, très, très sombre, n'est-ce pas? Mais cette lumière-là, noire, sombre, c'était une influence finalement pour lui des peintres. Oui, un peu, oui, de Millet, et qui était le peintre des paysans, et il voulait améliorer ça. Alors, quand Millet utilise des tons sombres, Van Gogh utilise des tons plus sombres que ça, pour gagner des Millet, pour ainsi dire. Et il écrit ça alors, dans ses lettres. Ça transparaît, ce choix, ce goût pour cette lumière-là. Oui, non, il écrit beaucoup sur Millet et ce qu'il admirait en lui. Et il écrit que la future de la peinture était de peindre noir, de peindre sombre. Il lisait des livres sur des gens pauvres. Il aimait les gens pauvres. Il aimait vivre avec les gens pauvres. Et il y était pour lui un certain sentiment d'humilité qui était très important pour lui. Alors, le voilà ici, symbole de... Les gens pauvres qui mangent les pommes de terre dans une cabane. C'était aussi à Nuenen, aux Pays-Bas. Et pour Van Gogh, c'était l'épreuve de son métier, un chef d'œuvre, pour ainsi dire, pour prouver pour tout le monde qu'il était peintre finalement, après 3 ou 5 ans de recherche, étudiée, etc. C'était le tableau avec lequel il disait, ça c'est ce que je veux, ça c'est ce que je peux. Et c'était gravement critiqué par presque tout le monde. Il était très battu par ça et très enragé aussi parce qu'il était sûr que c'était la future de la peinture comme ça. Oui. Alors critiqué pourquoi? Pour le sujet? Pour le sujet, pour la caricature qu'il a faisait des visages et des gens. Les poses ne sont pas naturelles. Et l'ami Rappard, qui était peintre lui-même, disait c'est une folie, n'est-ce pas? C'est voulu ça, la caricature, c'est pas sérieux.
Et il était très blessé, Van Gogh, parce que c'était plus que sérieux pour lui. C'était la vie humble, les gens pauvres et simples, c'est la future. Et critiquer ça, c'était inacceptable. Et cette lumière si peu éclatante en fait, éclaire tellement bien cet intérieur, cette lampe qui est pendue au-dessus de la table. Oui, c'est très raffiné parce que il y a de la lumière, évidemment. Ils ont besoin de lumière pour voir ce qu'ils faisaient, mais en même temps, il a réussi à laisser le ton général très sombre et noir. Avec ces visages éclairés en fait. Oui, les visages des 5 taches, personnages, des 4 personnages, et même celle qui nous tourne le dos. Elle a la nuque éclairée, la joue éclairée. C'est avec les accents clairs, c'est très vivant. C'est pas, peut-être on peut dire que les visages sont un peu caricaturales, mais en même temps, ça... Qu'est-ce qu'il écrivait là-dessus, sur les mangeurs de pommes de terre? Qu'il voulait peindre, comme faisait Millet, avec la terre qu'il ensemence. Alors, le ton, les couleurs représentent la vie des gens qui sont représentés ici. Ce sont des paysans qui travaillent dehors, qui travaillent dur avec leurs mains, qui sont très rudes. Et, les mains qui cultivent et les mains qui mangent, là, n'est-ce pas? Oui. Ils mangent les fruits de leur labeur. De leur labeur. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que les détails des mains sont saisissants. Oui. La lumière sur les mains. Il a étudié les mains et les visages pendant 1 ou 2 ans. Il y avait des croquis sur papier, seulement les mains, seulement les doigts, seulement un bras, pour vraiment comprendre l'anatomie qu'il voulait peindre. Il a étudié beaucoup pour cette peinture. Il y a une série de quelques douzaines de têtes de paysans seulement pour peindre ce tableau. Il y en a dans les lettres aussi, hein, des croquis. Oui, beaucoup de croquis, oui. C'est très caractéristique, les coiffes des dames et les faces qui sont un peu marquées avec les lèvres en avant, avec les nez grands, etc. Ils ont travaillé, alors ils travaillent dur, sont maigres. C'est la vie des gens pauvres. C'est un peu triste aussi, n'est-ce pas? Je me sens un autre homme lorsque je peux aller travailler dans un endroit comme le Guest, dans la bruyère ou dans les dunes. Là-bas, mon visage, qui est plutôt laid, s'adapte à l'entourage. Je redeviens moi-même et je travaille avec un réel plaisir. J'espère vaincre le how to do it. Si je m'affublais d'une veste élégante, les ouvriers qui me servent de modèle prendraient peur et se méfieraient de moi comme du diable. Ou bien ils me réclameraient de l'argent. Tu le sais, je me tire d'affaire comme je peux. Ah, je ne suis pas du nombre de ceux qui se lamentent qu'il n'y ait pas de modèle à la haie. Si donc l'on se met à formuler des remarques sur mes manières, mes vêtements, mon visage et ma façon de parler, que veux-tu que je réponde? Que ces fadaises m'embêtent. Est-ce que je suis sans façon? Est-ce que je suis grossier et dénué de délicatesse? Je fais de mon mieux. Je ne dessine pas pour ennuyer les gens, mais pour les amuser, pour attirer leur attention sur ce qui en vaut la peine et qu'on ne voit pas toujours. Léo Janssen, ici dans votre bureau au musée Van Gogh à Amsterdam, on est environné de volumes de toutes sortes
qui sont des volumes rassemblant la correspondance de Van Gogh. Alors il y en a en néerlandais évidemment, il y en a en français, il y a des éditions imprimées, il y a des éditions en facsimilé. Et en fait, vous, cela fait à peu près 10 ans que vous vivez avec les lettres de Van Gogh. Oui, avec mes 2 collègues, je travaille à les lettres tous les jours. Et, on a transcrit toutes les lettres dans le trésor de notre musée, mais maintenant on travaille sur les notes et on essaie de évoquer le monde qui l'entourait dans le temps. Ça veut dire dans des arts, littérature, la famille, les amis, etc. Alors, quand vous êtes entré pour la première fois dans cette correspondance, comment ça s'est passé? Parce que ce n'est quand même pas rien que de toucher pour la première fois une lettre de Van Gogh. C'est sensationnel de voir les lettres, les originaux, et voir comment il écrivait, et le changement de l'écriture, les croquis qui sont là-dedans. C'est sensationnel parce que on sent que l'histoire est très proche dans ce moment. Alors, on est très proche de Van Gogh. On lit les lettres très lentement et très précis. Et encore, et encore, et encore. Alors, c'est comme une maison qu'on connaît très bien quand on travaille avec les lettres tous les jours. Vous vous souvenez de la première lettre que vous avez eue entre les mains? Oui, c'était la lettre numéro 1, qui est très fragile. C'est une seule feuille, très fragile avec des trous là-dedans. Et en effet, c'est une lettre très simple et très bref. Mais c'était déjà Van Gogh, c'était déjà l'histoire, c'était déjà très réel. Alors c'était formidable. Donc c'est une lettre des années 70, hein, à peu près. Oui, 72. Et on a toujours cru que c'était une lettre d'Août 1872. Que racontait-il dans cette lettre? Il dit à sa frère que c'est dommage qu'il est parti parce que Théo, son frère, était chez lui quelques jours, dans les vacances, je crois. Et il était parti et il dit que c'est dommage que tu es parti parce que nous avons fait des promenades si agréables et j'espère que tu reviens encore une fois. Mais maintenant, Théo va à l'école et il se porte comme le frère aîné et il a des conseils à donner à Théo. Alors ça, c'est déjà le commencement de l'amitié entre les 2 frères. Vous voulez voir? Parce que nous l'avons pris pour une exposition que nous avons faite. Alors effectivement, le papier est déchiré. Oui. Il tient, on sent que ce papier tient à peine. Oui, enfin, oui, c'est oui, fragile. oui, très fragile. On voit les plis en plus de la lettre. Comment dire? D'abord, c'est une écriture assez lisible. Très, très lisible, oui, c'est pas de problème parce que il a appris d'écrire nettement dans l'école et toujours quand il était jeune. Vous pouvez la lire, cette lettre? En lire un bout? Oui, oui. On voit que il y a seulement Theo en haut, pas cher ou parce que c'est déchiré. Theo, dank voor je brief. Het deed mij genoegen dat je weer goed aangekomen bent. Ik heb je de eerste dagen gemist. En het was mij vreemd je niet te vinden als ik 's middags thuis kwam. We hebben prettige dagen samen gehad en tussen de droppeltjes door toch nogal eens gewandeld en het een en ander gezien. Wat vreselijk weer. Je zult het wel benauwd hebben op je wandeling naar Oosterwijk. Gisteren is het harddraverij geweest ter gelegenheid van de tentoonstelling. Maar de illuminatie en het vuurwerk zijn uitgesteld om het slechte weer. Het is dus maar goed dat je niet gebleven bent om die te zien. Groeten voor de familie Hanebeek en Roos. Steeds je liefhebbende Vincent. Arles, été 1888. Ma chère sœur, puisque j'en suis tellement à te parler de moi, je vais essayer de voir un peu si je ne pourrais pas te mettre mon propre portrait par écrit.
Je pose d'abord en fait que, selon moi, un portrait de soi peut fournir matière à plusieurs portraits de conceptions très différentes. Voici une conception du mien qui est le résultat d'un portrait que j'ai fait de moi dans la glace et qui est aux mains de Théo. Un visage gris-rose et des yeux verts, des cheveux couleur de cendre, un front ridé et autour de la bouche, raide et comme en bois, une barbe très rouge, un peu en pagaille et triste. Mais les lèvres sont pleines. Un sarrau bleu de toile grossière et une palette avec du jaune citron, du vermillon, du vert véronèse, du bleu de cobalt, enfin toutes les couleurs sur la palette, excepté l'orangé de la barbe, rien que des couleurs pures. La tête est sur un fond de mur blanc-gris. Tu me diras que cela ressemble un peu à la tête de la mort dans le livre de Van Eden, par exemple, ou à quelque chose d'autre. Soit, mais enfin la figure est ainsi, et il n'est pas facile de se peindre soi-même. En tout cas, c'est autre chose qu'en photographie. Et vois-tu, l'impressionnisme a ceci, selon moi, par-dessus tout le reste, qu'il n'est pas banal. On cherche une ressemblance plus profonde que celle du photographe. Ce qui se passe avec les autoportraits, donc, dès qu'il arrive à Paris, Vincent se représente. Et il y en a priori, foison à Paris. Pardon ? Foison d'autoportraits. Il y en a une grosse vingtaine. Hein. Pascal Bonafou. Et là, justement, il est admis peintre parmi les peintres. Très vite, grâce à son frère, il va rencontrer des peintres. Hein. Et puis il va aller, et pour cause, rue Clausel, c'est une rue parallèle à la rue Victor Massé, à la rue Laval, donc à l'époque, qui donne dans la même rue des Martyrs. Il va aller chez le père Tanguy. Hein. Bon, et là, il va rencontrer, etc., etc. Et puis, donc, dans le même temps, ce qui est extraordinaire, Vincent arrive à Paris en 1886, quelques semaines avant la dernière exposition des impressionnistes qui s'ouvre, bon, encore une fois, pour la dernière fois, puisque la première était en 74, donc 12 ans après, à Paris pour cette dernière fois. Étrange chose, extraordinaire chose, à l'invitation de Pissarro, il y a un jeune type là qui a été invité parmi les autres et qui présente là un tableau qui va pas passer complètement inaperçu, qui s'appelle Dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, et donc d'un certain à vue de nez Seurat. Hein. Et tout à coup, on arrive déjà d'emblée dans une histoire qui est celle de la fin de l'impressionnisme et de celle qu'on va appeler rapidement, là, pour être un peu rapide, le post-impressionnisme, et que Seurat lui-même appelle l'impressionnisme scientifique. Ce qu'a fait la génération qui précède, c'est pas mal. Non Ce qu'on a appelé le pointillisme. Voilà, aussi. Hein. Mais lui, Seurat, il appelle ça l'impressionnisme scientifique. Donc, ce qui va être extraordinaire, c'est que, avec le modèle qu'il accepte d'être pour lui-même, enfin quand il est donc à Paris, et cette vingtaine d'autoportraits, qui ne sont, à l'exception d'un, je dis bien un seul et unique qui est signé et daté, tous les autres sont entre guillemets anonymes. Il n'y a pas l'ombre d'une trace de date, pas l'ombre d'une trace de signature. C'est quand même extraordinairement troublant. D'autant plus qu'on a l'explication quant à la signature. Vincent explique quelque temps plus tard, quand il est en Arles, à Théo, que s'il signe un tableau, c'est parce que enfin il est arrivé à ce qu'il voulait faire. Ça veut dire en l'occurrence que 9 fois sur 10 dans son œuvre, il n'est pas arrivé à ce qu'il voulait. Hein, puisqu'il y a un tableau en moyenne sur 10, hein, pour faire une statistique un peu boiteuse, mais enfin c'est grosso modo ça, qui est seulement signé. Et c'est donc le dernier autoportrait parisien. Entre celui-ci et le tout premier, il y a 2 points communs. Le seul point commun. C'est que dans le premier comme dans le deuxième, il s'est représenté en tant que peintre. Mais le premier, il est obscur, sombre, j'allais dire presque terreux. Il est en fait ce qui est la technique de l'époque du 19e siècle, ce qu'on appelle, avec un langage ô combien élégant dans les ateliers, le jus de chic. Hein, bon, il est en l'occurrence ce que, tout simplement, avec la tonalité de ce qui sont les fonds du 19e siècle depuis un certain temps, qui sont tout simplement les fonds de bitume. C'est ça, c'est une grosse tache noire, à peine éclairée encore, éclairée peut-être pas le mot juste, ponctuée serait mieux, d'une tache de rouge et d'une toute petite tache de blanc.
Là-dessus, la seule trace vaguement lumineuse qui est, c'est la tranche de la toile vierge. Rien d'autre. Il est coiffé d'un chapeau et rien d'autre. Le dernier, c'est un extraordinaire tableau d'explosion de couleurs, avec en particulier une palette qui a un certain nombre de couleurs mis en place. Et à propos de cette palette et de cet autoportrait, il écrit à Wilhelmine, sa sœur. À ce moment-là, Théo n'est pas à Paris, il est parti justement pour les Pays-Bas. Il écrit en disant tout simplement que ça y est, il est avec cet autoportrait, il a donné de lui l'image des moyens dont il dispose et avec lesquels il est sûr maintenant de pouvoir commencer réellement son œuvre. Voilà une série de 6 autoportraits qu'il a fait à Paris quand il ne pouvait pas peindre des modèles parce qu'ils coûtent trop. Il a peint soi-même dans une variété de styles. D'abord, il y a un portrait assez académique, solennel, traditionnel, bien que la touche est déjà beaucoup plus moderne. Et alors, elle est dans des tons plus noirs, évidemment. Oui. Et seulement le visage est éclairé. Aussi un portrait, la technique est un peu pointillée, des touches de toutes Là, on est dans les bleus, Mais la face est plutôt jaune, mais aussi des taches rouges et même vert. Ah oui, il y a tant de touches de couleurs là sur le visage. Tous les couleurs sont là, elle est très raffinée. Il y a cette mouvement circulaire autour des touches justement qui tournent autour de sa tête. Comme une qu'est-ce qu'on a avec les seins, c'est une auréole, comme une auréole de seins. Oui. Personne ne faisait ça comme ça. Et c'était son propre invention, mais c'était tout à fait naturel pour lui. Il le faisait comme ça. Et là, il y a une traversée en fait de l'espace par rapport au visage. Ce mouvement traverse tout, l'espace et le visage, et c'est le même mouvement. De même que les touches de couleur, ce sont les mêmes. Oui, par la technique, c'est unifié, c'est une unité, parce que les touches sont toutes appliquées à la même façon, bien qu'elles sont très vivantes et très nuancées. Et c'est aussi le costume qui va chez Vincent donner le tempo de son évolution. D'un seul coup, ces costumes, qui vont d'abord être l'objet de l'introduction de la couleur. Tiens, d'un seul coup, il y a une ganse rouge qui va apparaître, puis une ganse bleue. Tiens, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se passe? La couleur fait son entrée, à tâtons. Et puis, tout à coup, le rythme des touches sur la toile va changer. Il va être circulaire, il va être tendu, il va être horizontal, il va être vertical, etc., etc. Donc, il y a toutes les tentatives. Et puis, il va prendre, si j'ose dire, il va emprunter à la touche de Monet, à celle de Pissarro, à celle de... etc. Il fait, si j'ose dire, ses courses picturales. Hein. Et il pique aux uns et aux autres, mais sans vergogne aucune. Et puis, ça s'éclaircit. Ah, tout à fait. Et puis, peu à peu, donc, la couleur entre et ça s'éclaircit. Et plus la couleur s'éclaircit, plus le costume devient, si j'ose dire, un costume de travail, le plus simple qui soit, qui est une grosse blouse, etc. Et cette espèce de représentation, entre guillemets, officielle, une fois de plus, col cassé, larivière et costume strict, avec épingle de cravate, disparaît totalement. Et puis, autre indice. Au milieu de ces autoportraits, commence à apparaître, c'est presque au milieu de la mi-course, si j'ose dire, une chose, qui est tout simplement un chapeau de paille. Et je dirais volontiers que le chapeau de paille, il est presque un indice décisif. Ça veut dire une chose, c'est que, au bout du compte, il y a quoi? Il y a deux grandes familles chez les impressionnistes. Hein. Encore une fois, le mot impressionniste, bon, acceptons-le pour ce qu'il est, mais ça recouvre des réalités picturales tellement différentes les unes des autres qu'il y a, encore une fois, deux grandes familles. D'une part, il y a ceux qui, pour mettre en évidence l'instantanéité, la singularité de la lumière à tel moment, vont avoir l'exigence d'aller peindre dehors sur le motif. Et puis, à l'opposé,
Il y a, si je veux dire, la tendance Degas, ça c'est un peu la tendance Pissarro, la première, hein, puis la tendance Degas, qui, elle, ne supporte pas l'idée d'aller peindre à l'extérieur. Et Degas va même jusqu'à dire que la maréchaussée devrait tirer à vue et sans sommation sur ceux qui se livrent à ce type d'exercice presque malfaisant. Hein. Donc, les choses sont claires. Et d'ailleurs, ça va laisser des traces, si je veux dire, plus tard, et pour cause, avec le face-à-face qui va être en Arles, celui de Van Gogh et de Gauguin. Van Gogh, c'est la tendance Pissarro, l'extérieur, le motif. Gauguin, c'est, et pour cause, hein, la tendance qui est celle de Degas. Donc l'intérieur, le travail sur mémoire par rapport à la mémoire. D'où le divorce et les difficultés qu'il va y avoir entre les deux. Mais là, ce chapeau de paille qui apparaît à Paris, ben, il est tout simplement l'indice de ce que Vincent va travailler à la campagne, hein, qui sort de Paris, qui va peut-être prendre le train pour aller travailler après avoir pris le train à Saint-Lazare, dans telle ou telle campagne qui entoure Paris, qui va peut-être tout simplement aller sur les fortifs, hein, mais qui va travailler dehors, et que le chapeau de paille devient un accessoire indispensable. Donc c'est ça que racontent les autoportraits de Vincent, les autoportraits parisiens, c'est qu'ils vont être tout à coup le récit implicite des défis picturaux qu'il se doit de relever et de ce qu'il se doit d'assimiler par rapport à ce qu'il a découvert avec l'impressionnisme et cette dernière exposition impressionniste à Paris. Arles, 28 mai 1888. C'est drôle qu'un de ces soirs-ci à Montmajour, j'ai vu un soleil couchant rouge qui envoyait des rayons dans les troncs et feuillages de pins enracinés dans un amas de rochers, colorant d'orangé feu les troncs et les feuillages, tandis que d'autres pins sur des plans plus reculés se dessinaient bleus de Prusse sur un ciel bleu-vert tendre, céruléen. C'est donc l'effet de ce Claude Monet. C'était superbe. Et le sable blanc et les gisements de rochers blancs sous les arbres prenaient des teintes bleues. Ce que je voudrais faire, c'est le panorama dont tu as les premiers dessins. C'est d'un large, et puis ça ne s'en va pas dans le gris, cela reste vert jusque dans la dernière ligne. Bleu, celle-là, la rangée de collines. Quand vous voyez les tableaux de Van Gogh, Christine Jean. de Vincent, il y a un rythme, comment il pose les touches, comment il pose la couleur, tout est dans une espèce de tourbillon, même de choses joyeuses. Il a une vraie passion, il va jusqu'au bout des choses. Enfin déjà, ça c'est énorme. Et pour moi, enfin, c'est vraiment essentiel. Mais il a une façon de recréer les arbres, il comprend leur écorce, il comprend leur corps, leur structure. À un moment, je me souviens, il parlait il peignait un arbre et il avait réussi à l'enraciner dans la terre sur sa peinture. Et pour lui, c'était merveilleux. Moi, ça me touche, je trouve ça très touchant, cette passion qu'il met dans tout à recréer la vie. En fait, c'est ça, il invente la vie sur ses tableaux. Saint-Rémy, septembre 1889. Mon cher frère, c'est toujours entre-temps du travail que je t'écris. Je laboure comme un vrai possédé. J'ai une fureur sourde de travail, plus que jamais, et je crois que ça contribuera à me guérir. Peut-être m'arrivera-t-il une chose comme celle dont parle Eugène Delacroix. J'ai trouvé la peinture lorsque je n'avais plus ni dents ni souffle. Dans ce sens que ma triste maladie me fait travailler avec une fureur sourde, très lentement, mais du matin au soir, sans lâcher. Et c'est probablement là le secret. Travailler longtemps et lentement. Oui, bien sûr que ces peintures, c'est lui. C'est complètement lui. Enfin, quand il peint, que ce soit... bon, il y a des tableaux, enfin, ses autoportraits, bien sûr, mais comment il recrée un espace, comment il est dans un paysage et comment il nous fait sentir l'espace de ce paysage. Par les rythmes, ou les épis de blé, le tout danse, quoi. Il y a une espèce de danse des choses,
comment je dirais, enfin, je veux pas redire ce qu'a dit Artaud, ou des gens comme ça dans leurs textes où ils parlent de tourbillons, de tressaillement des choses, mais c'est vrai que c'est assez juste. C'est en fait ce qui reste chez lui pour moi de très fort et qui nous concerne aussi toujours, c'est sa passion et son insoumission. Je crois que c'est ça en fait qu'on sent aussi dans ces tableaux par rapport à son époque et à ce qu'il a accompli, sa vie solitaire et enfin tout ce qui lui est arrivé d'assez tragique. Comment est-ce qu'on sent son insoumission dans les tableaux? Parce qu'il se plie pas, il cherche à construire quelque chose, à recréer un espace qui n'est pas forcément dans la vision de son temps. Il invente quelque chose qui lui est propre, qui est de la façon dont il peint les ifs ou les pins. Et même quand on voit ses dessins et ses peintures, ces dessins faits à la plume de roseau, avec tous ces traits qui rythment l'espace, qui sont très très vivants, qui sont dans un rythme assez endiablé, enfin qui ressent, il ressent vraiment les choses devant, c'est pas mort quoi. Et en fait, c'est entre les dessins et les peintures, il n'y a pas tellement finalement de différence dans les rythmes qu'il a déjà mis dans les dessins. Enfin, je pense qu'il les faisait pour eux-mêmes les dessins, mais quand il fait les peintures, bon, il y a bien sûr tous les plans de couleurs et tous les cercles de couleurs, ces bleus et ces jaunes, ces violets, ces lilas, enfin toutes ces couleurs mélangées aussi. C'était pas de la couleur pure, c'était très savant comme peinture. J'ai une lucidité ou un aveuglement d'amoureux pour le travail actuellement. Puisque cet entourage de couleurs est pour moi tout nouveau et m'exalte extraordinairement. De fatigue, pas question. Je ferai encore un tableau cette nuit même et je l'amènerai. Si je te dis que c'est très pressé que je reçoive 6 gros tubes jaunes de chrome, 1 citron, 6 gros tubes vert véronèse, 3 gros tubes bleu de Prusse, 10 gros tubes blancs de zinc. Alors, c'est à déduire de la commande d'hier. De même, 5 mètres de toile. L'œuvre de Van Gogh est jamais flatteuse. Elle se présente d'une manière, frontale, comme une sculpture de l'île de Pâques, quoi. Ça se voit de face et puis c'est tout. On peut pas tourner autour, quoi. Vous avez parlé du portrait Jean-Pierre Pincemin en disant que voilà, c'est ça, c'est le côté pressé, le côté pas fini. Il faut peut-être se rappeler qu'il parlait d'apparition, lui, quand il parlait des portraits. Oui, alors c'est amusant parce que, par exemple, c'est un de ces rares peintres où n'apparaît aucune psychologie dans les personnages. Et même les personnages, on parlait des îles de Pâques, les portraits, les yeux sont vides, comme une sculpture antique, c'est-à-dire sans expression. Et moi, je ne sais pas pourquoi, pourtant tout ça a de l'expression, même beaucoup, et sans avoir recours à une moindre attention psychologique. Et je pense que ça, ce côté manque d'attention psychologique, c'est ce côté pressé aussi. On le voit la même chose un peu moins quoi quand même, chez Goya, qui est un artiste pressé, un peintre pressé aussi, et chez le dernier Picasso. Le dernier Picasso est vraiment une forme assez identique à Van Gogh, où la forme, la couleur domine, et sans recherche la moindre de quelque chose qui s'apparente à la psychologie humaine. Je pense aussi, même si lui n'appelait pas ça des portraits mais des figures, mais... Oui, il avait raison d'appeler ça, je sais pas des si figures, oui. Mais les mangeurs de pommes de terre, il y a des têtes absolument qui jaillissent du noir, justement. Mais vous voyez la différence qu'il y a entre les fameux mangeurs de pommes de terre qui sont d'un expressionnisme sentimental, on pourrait dire, ceux qu'on connaît les mieux, les portraits qui sont de art, là, le garde champêtre, l'Arlésienne, etc. La figure est complètement isolée, quelquefois elle se présente avec un fond
légèrement décoré, on pourrait dire. Bon, mais l'installation même de la chose, le système coloré qui va organiser ça, se présente vraiment comme des statues, hein, c'est-à-dire avec la présence de statues, mais dans le principe coloré. Les principes colorés, qui sont des principes qui ne sont pas inventés par Van Gogh, mais qui ont au moins le mérite d'être plus énergiques que les peintres qui l'ont précédé. C'est-à-dire que quand d'autres peintres vont vouloir essayer de se mettre un peu au diapason de ce type de peinture, ça sera difficile. Van Gogh avait en lui-même une science des accords colorés qui fait que c'est aussi présent que deux tissus l'un à côté de l'autre. Là, faut pas oublier que la science picturale, ça va remettre deux couleurs l'une à côté de l'autre. Dans le cas de Van Gogh, c'est toujours réussi. Que ce soit les bouquets de fleurs, les portraits et les paysages, qui sont des choses impossibles à imiter. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait copier Van Gogh, simplement copier, pourrait pas le faire. Il y a un principe automatique, hein. D'aléatoire, on peut passer à automatique, qui fait qu'il a une bonne gestion totale et il a une perception extrêmement personnelle, hein, originale, quoi, géniale, hein, pour le cas de Van Gogh. Oui. Gestion et gestuelle. Oui, gestuelle, mais gestuelle du poignet, hein, quand même. Oui. Oui, ouais. Mais on les sent toutes ces touches de peinture. Il y a un automatisme. Il y a un automatisme qui est d'autant plus possible, hein, d'autant plus facile que les tableaux de Van Gogh sont petits. Donc c'est des tableaux qu'on peut faire en 2-3 heures. Et là, j'imagine que le peintre n'est pas en train de reculer pour regarder son tableau de 5 mètres. Il est devant et il est sismographe de sa perception. Paul Gauguin peint Vincent peignant les tournesols. Il a l'air chaviré, une masse d'hommes dans le déséquilibre d'un mouvement, un pinceau fin au bout du bras tendu. Dans ce déjantement de la toile se prépare une autre toile, et celui qui la peint garde les yeux tendus vers les fleurs à côté. Il écrit à Théo, « C'était bien moi extrêmement fatigué et chargé d'électricité comme j'étais alors. » Et à Gauguin il dit, « C'est bien moi, mais moi devenu fou. » Voilà la maison jaune. Léo Janssen. Et le ciel bleu. Très bleu. Très bleu. Et très très jaune. Comme il aurait écrit, n'est-ce pas? Oui, oui, il décrit dans la lettre que la maison était peinte jaune. Et dans le tableau, il nous donne une impression de la maison et de la rue. En effet, il écrit à Bernard qu'on pouvait appeler le tableau la rue et pas la maison jaune. Oui, parce qu'il y a un grand espace de rue, en fait, au premier plan. Oui, oui. C'est une impression de la maison et la place Lamartine, mais en même temps, c'est une expériment avec les couleurs. Et très varié en même temps, vert, jaune, bleu. Et alors, entre la chambre et la maison jaune, se sont accrochés les tournesols qu'il a peints donc en bas, au rez-de-chaussée de cette maison jaune. Oui, 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 c'était une décoration, une série de tournesols. Le tableau des tournesols, jaune, 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 comme noir, noir, noir. En Hollande, maintenant, c'est de la couleur. Jaune, jaune, jaune. Il faisait une décoration pour la maison parce que Gauguin venait à Arles et il voulait fêter ça et aussi, je crois, faire une impression sur Gauguin parce qu'il était si heureux que finalement l'atelier du Sud commençait. Arles, 27 septembre 1888. Mon cher Théo, je sais bien que je t'ai déjà écrit hier, mais la journée a encore été si belle.
Mon grand chagrin est que tu ne puisses pas voir ce que je vois ici. À partir de 7 heures du matin, j'étais assis devant pourtant bien pas grand-chose, un buisson de cèdre ou de cyprès en boule, planté dans l'herbe. Tu le connais déjà, ce buisson en boule, puisque tu as déjà une étude du jardin. D'ailleurs, s'y inclut un croquis de ma toile, toujours en 30 carrés. Le buisson est vert, un peu bronzé et varié. L'herbe est très, très verte, du véronèse citronné. Le ciel est très, très bleu. La rangée de buissons dans le fond sont tous des lauriers roses, fous furieux. Les sacrées plantes fleurissent d'une façon que, certes, elles pourraient attraper une ataxie locomotrice. Elles sont chargées de fleurs fraîches et puis de tas de fleurs fanées. Leur verdure également se renouvelle par de vigoureux jets nouveaux, inépuisables, en apparence. Un funèbre cyprès tout noir se dresse là-dessus et quelques figurines colorées se baladent sur un sentier rose. Léo Janssen, il y a aussi dans les lettres de Vincent des croquis qu'il appelle souvent, lui, gribouillage d'ailleurs. Mais des croquis qui sont au bout de la plume. C'est-à-dire que tout d'un coup, le texte va s'interrompre et apparaît le croquis. À la plume, qu'il fait à la plume, j'imagine, non? Oui. Les croquis sont très petits, peut-être 10 cm ou moins. Mais quand même, cela explique très bien ce qu'il avait voulu dans le tableau. Alors, ce sont des petites œuvres d'art, vraiment. Ce qui est assez frappant, c'est la manière dont les dessins, dont les croquis interviennent à l'intérieur du texte. Ici, dans cette lettre-là, qui date du 26 septembre 88, on voit que le haut du ciel, enfin le haut de son croquis, il rentre carrément dans les mots, presque. Il rentre dans les mots. Hein? Il rentre dans la ligne. Ce qui veut dire que la langue, les mots et les images et l'art sont une. Il n'y a pas de barrière entre les mots, le matériel littéraire et pictural. C'est un lien de syntaxe presque, hein? Oui, exactement, oui. C'est intégré dans son manière de s'exprimer. Ce ne sont que des croquis, mais quand même c'est très précis, très labouré même. Et ces croquis, c'est vraiment une manifestation de sa pensée, c'est-à-dire il pense, on dit quand on écrit dans une langue ou dans une langue étrangère, dans une autre langue, qu'on doit penser dans l'autre langue pour écrire. Là, il pense dans la langue dans laquelle il écrit, il pense en dessin en même temps. Oui. Il y a une espèce de transposition de la pensée. Oui, et dans son écriture, c'est une langue très visuelle. C'est très, on peut s'imaginer ce qu'il décrit, même quand il ne parle pas de ses tableaux ou de ses dessins, mais quand il décrit une histoire, ou c'est très comme une film, c'est très visible. On a l'idée qu'il fait un scénario pour nous. Et pour le moment où il loue la maison, il est très heureux parce qu'il sent qu'il commence à quelque chose de nouveau. Et donc il dessine cette maison. Il dessine cette rapidement. maison. Oui, je crois qu'il dessine la maison très précis et très. 1er mai. 1er mai. 88. Eh bien, j'ai aujourd'hui loué l'aile droite de cette construction. Il y a une flèche. Une flèche. Qui montre l'aile droite sur le petit croquis qu'il a fait juste là. Oui. Petit croquis qui est lové dans les lignes de la lettre. C'est marrant parce que il décrit le tableau, un autre tableau. Il a déjà dessiné le croquis. Il continue ici. Sur la gauche du croquis. Oui. Et toujours, il parle sur son du tableau et presque en bas, il commence à parler de la maison. Oui. Alors qu'il a déjà dessiné, donc dans sa pensée, il y a une anticipation avec le croquis. Oui. Ou peut-être il a déjà dessiné le croquis avant de commencer la lettre. Mais c'est ça. Mais je crois que c'est très touchant. Un croquis si simple et je crois qu'il fait ça pour Théo pour lui
dire que ça vaut la peine et ça vaut la monnaie. C'est pas perdu. C'est vraiment une possibilité maintenant que j'ai créée par louer cette maison et pas une folie ou. J'ai aujourd'hui loué l'aile droite de cette construction qui contient 4 pièces ou plutôt 2 avec 2 cabinets. C'est peint en jaune d'or, blanche à la chaux à l'intérieur. En plein soleil, je l'ai loué à raison de 15 francs par mois. Je ne décrirai donc pas un tableau de Van Gogh après Van Gogh, mais je dirai que Van Gogh est peintre parce qu'il a recollecté la nature, qu'il l'a comme retranspirée et fait suer, qu'il a fait gicler en faisceaux sur ses toiles en gerbes comme monumentales de couleurs, le séculaire concassement d'éléments, l'épouvantable pression élémentaire d'apostrophes, de stries, de virgules, de barres, dont on ne peut plus croire après lui que les aspects naturels ne soient faits. Et de combien de coudoiements réprimés, de heurts oculaires pris sur le vif, de ciment pris dans le motif, les courants lumineux des forces qui travaillent la réalité ont-ils eu à renverser le barrage avant d'être enfin refoulés et comme hissés sur la toile et acceptés. Il n'y a pas de fantôme dans les tableaux de Van Gogh, pas de vision, pas d'hallucination. C'est de la vérité torride d'un soleil de 2 heures de l'après-midi, un lent cauchemar génésique, petit à petit élucidé. Il est très difficile de lire un texte d'Artaud après qu'Artaud a lu ses propres textes, et donc là où lui mettait son personnage, comment il vibrait, il faisait vibrer les mots à partir de l'écriture qu'il en avait faite. Moi, inspiré par Van Gogh, mais ramenant à ma propre façon d'être, je les lis aussi à cette façon-là. Mais c'est en hommage à Artaud. Vous avez écrit, Louis Luciani, dans la fascination que la peinture exerce sur le philosophe, il y a ceci qu'elle participe du geste. Alors, évidemment, parler de geste et parler de Van Gogh, autant dire que l'on parle déjà de la même chose. Alors, c'est vrai que une des choses qui m'avait bien sûr frappé immédiatement, bon, alors que j'étais adolescent, en voyant les peintures de Van Gogh, c'était la gestualité présente. C'est-à-dire que toute peinture est issue du geste, mais celle de Van Gogh mettait en évidence qu'il y avait du geste. On peut même dire que peut-être que l'artiste habituellement cache le geste, la présence du geste. Van Gogh venait nous dire que non, il y a un individu qui est là et que cet individu fait quelque chose avec son corps. Alors c'est vrai que pour le philosophe généralement il sait pas ce que c'est que son corps. On laisse plutôt les choses du corps de côté en philosophie pour essayer de se concentrer uniquement sur ce qui seraient les choses de l'esprit, en oubliant d'ailleurs que le cerveau fait partie du corps. Mais bon, et je me disais, mais pourquoi ça me plaît? Pourquoi tout d'un coup voir un individu qui va tracer des choses avec son corps, enfin à partir de son corps et en montrant que son corps est traçant, pourquoi ça m'intéresse? Je me suis dit parce que la philosophie fait la même chose. On trace aussi l'écrivain. Bon, le philosophe est aussi un écrivain, et dans l'acte d'écrire, il y a quelque chose de ce prolongement de soi avec un stylet, un stylo, etc. Alors là, il y a vraiment, effectivement, le rapport à l'individu chez Van Gogh, donc peut-être on pourrait parler de prolongement de soi. De quelle manière Van Gogh se prolonge-t-il sur ses tableaux, dans ses peintures? Alors effectivement, c'est le point essentiel, c'est-à-dire qu'en partant de notre expérience propre, donc moi je pars de mon expérience de philosophe qui est aussi versée dans l'écriture. Bon, à la même époque que celle où vivait Van Gogh, on avait le philosophe écrivain type, modèle, qui correspond d'ailleurs sur le versant philosophique à sans doute ce à quoi correspond Van Gogh dans le champ de l'art, c'est Nietzsche. Et la question qui se pose quand on travaille Nietzsche en
en relation, par exemple, avec Van Gogh, le fait qu'il soit à la même époque est forcément significatif de quelque chose. Ces deux personnes vont interroger ce prolongement de soi sur le papier, la toile, etc. Et ce moment où ce qui est donné de soi par le biais de la technique du prolongement de moi, va m'échapper. C'est qu'en même temps, bon, c'est ça qui est remarquable, c'est que on vit en écrivant, on vit en peignant, mais ce que j'ai peint, ce que j'ai écrit ne m'appartient plus. C'est-à-dire, je le donne. Et le fait de tracer néanmoins cette chose est un effort phénoménal. Qui conduit et qui peut conduire à la folie dans les deux cas, Nietzsche et Van Gogh. Alors Van Gogh, effectivement, il trace, il donne, il a une extrême maîtrise quand même de son art, toujours, mais il y a un moment où ça lui échappe. C'est ce moment-là peut-être qu'il est intéressant d'essayer de saisir. Alors, et qu'est-ce que ça donne sur les toiles? En fait, Artaud, Nietzsche, Van Gogh, ces trois personnages vont jusqu'à la limite dans les choses de l'esprit, donc autour de leur corps, le travail sur leur corps, ils vont le pousser à la limite, mais leur production, et qu'elle soit littéraire, philosophique ou picturale avec Van Gogh, va être toujours maîtrisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que leur geste, à un moment, s'arrête dans la perfection du tracé, mais que eux sont épuisés d'être allés jusqu'au bout. C'est-à-dire pour pouvoir sortir le geste qui serait le geste parfait, on est bien obligé, semble-t-il, d'aller jusqu'au bout de soi dans ce qui se passe dans notre esprit. Et le geste parfait, pour Van Gogh, il n'existe pas, puisqu'il écrit qu'il est toujours en recherche. Et c'est pour lui la définition de l'artiste. C'est la répétition. Chaque fois qu'on commence ce geste de création, ce geste de création est la répétition de ce premier geste qu'ont accompli nos lointains ancêtres qui un jour ont tracé des chiffres, tracé des images sur les murs, etc. C'est-à-dire que pourquoi j'écris? J'écris pour retrouver ce premier geste de ceux qui ont écrit. Pourquoi je veux retrouver ce premier geste de ceux qui ont écrit? Parce que je me dis que peut-être eux étaient plus proches de la vérité que nous, puisqu'ils étaient plus proches de l'origine. Il y a toujours cette illusion que l'origine serait plus porteuse de vérité que notre époque. Et donc on essaie de retrouver ce geste qui a accompagné tous les humains depuis que l'humanité existe. Et alors chez Van Gogh, évidemment, on la ressent très fort, cette recherche de l'origine, entre guillemets, puisque lui écrit beaucoup qu'il est très très proche de la nature. C'est-à-dire, quand je dis très proche, ça veut dire qu'il la capte, qu'il la boit, qu'il la... Enfin, je sais pas, Artaud a des expressions très fortes là-dessus. Quand Artaud parle de Van Gogh suicidé de la société, il dit ça aussi, c'est-à-dire qu'il dit que la lucidité de Van Gogh est de nous montrer que nous n'existons plus en tant que sujet, et pourtant il nous faut vivre. Et ce que nous montre Van Gogh, c'est le vide. Et ce vide, qu'est-ce que c'est? Enfin, comment il va apparaître? Il va apparaître notamment dans la nature. C'est-à-dire à partir du moment où n'apparaît plus notre capacité à recouvrir la nature, c'est la nature qui réapparaît. Arles, septembre 1888. Si on étudie l'art japonais, alors on voit un homme incontestablement sage et philosophe et intelligent, qui passe son temps à quoi? À étudier la distance de la Terre à la Lune? Non. À étudier la politique de Bismarck? Non. Il étudie un seul brin d'herbe. Mais ce brin d'herbe lui porte à dessiner toutes les plantes, ensuite les saisons, les grands aspects des paysages, enfin les animaux, puis la figure humaine. Il passe ainsi sa vie, et la vie est trop courte, à faire le tout. Voyons, cela n'est-ce pas presque une vraie religion, ce que nous enseignent ces Japonais, si simples, et qui vivent dans la nature comme si eux-mêmes étaient des fleurs? Et on ne saurait étudier l'art japonais, il me semble, sans devenir beaucoup plus gai et plus heureux. Et il nous faut revenir à la nature, malgré notre éducation et notre travail, dans un monde de conventions. Voilà. Donc on voit bien l'influence entre
les estampes japonaises et les œuvres de Van Gogh. Ça intéressait Van Gogh surtout parce que la composition des estampes est très particulière. On voit bien des coupures du sujet un petit peu à droite et à gauche. Ça rapproche aussi l'objet du spectateur. Déjà, les couleurs primaires qui sont utilisées l'un à côté de l'autre, donc juxtaposées, est assez nouveau à l'époque. Et surtout aussi les lignes de la composition aussi intéressaient Van Gogh énormément. Et il a donc essayé de copier ça dans ses œuvres peintes. Comme on voit, il a bien voulu tracer exactement les lignes de l'œuvre qu'on voit à gauche, de l'estampe japonaise des tiges et des arbres, pour les copier en peinture. Après, il a ajouté à la peinture des bandes avec des lettres japonaises. On pourrait la décrire alors, cette estampe, on va s'en approcher. Bien sûr. Alors, on voit un arbre de tout près, c'est-à-dire que l'arbre et les tiges découpent le tableau, en fait, comme un grillage. Et après cet arbre, après la tige, on voit un champ de pruniers, en fait. Verger, exactement, en fleurs. La partie bas de la composition, donc le champ, il y a une couleur verte qui est utilisée. Après, la couleur verte se dissout en couleur blanc et après en couleur rouge et bleue. Et c'est exactement l'impression de champ et après de l'air et de peut-être de soleil couché qui est montré dans cette estampe. C'est l'éloignement des plans, en fait, hein, oui. Du premier plan, de l'avant-plan, en fait, au fond et à l'infini. Oui, à l'infini. On termine sur l'infini. On voit pas d'horizon, tout à fait. On voit pas d'horizon, mais c'est une gradation de couleurs, de différentes couleurs primaires, vert et rouge, passant par le blanc. Et cet arbre que l'on voit vraiment au premier plan, en fait, on ne le voit pas en entier, on ne le voit pas depuis sa racine. On voit ça depuis le premier nœud de branche, finalement. Tout à fait. La branche a été découpée, donc on voit pas les racines, on voit pas le début de l'arbre qui pousse de la terre, et aussi le découpage des tiges du tronc est quelque chose de très nouveau à l'époque de Vincent Van Gogh, et c'est ça aussi qui l'intéressait. Le découpage des compositions qui ne donne pas l'image totale, mais qui prend un détail, et ce détail-là est élargi, et ça donne une certaine tension dans la composition. Alors si on regarde maintenant donc de plus près le tableau de Van Gogh, dont on vient de parler, c'est vrai que c'est une copie. C'est intéressant, en fait, la notion de copie aussi pour Van Gogh. Il aimait beaucoup copier, il copiait beaucoup et souvent. Il copiait beaucoup, il copiait Millet, Delacroix, tous les grands peintres français, hollandais. Il voulait vraiment rentrer dans la peau des peintres, aussi pour retrouver une philosophie. C'était un homme très religieux, en quelque sorte, il voulait trouver une philosophie. Donc il cherchait les philosophies des autres peintres qu'il admirait beaucoup, et après il essayait de retrouver le style, la technique, pour s'inspirer, vraiment pour s'inspirer. Et il avait plein de dessins et de gravures aussi de grands peintres français et hollandais dans son atelier. Et c'est aussi quand il était à Anvers en Belgique qu'il a commencé à vraiment collectionner les estampes japonaises. Et à un moment donné, il en a eu, avec son frère Théo, il en a collectionné, à mon avis, 350 estampes. Et après, quand il était à Paris aussi, il a rencontré Siegfried Bing, qui était d'origine allemande, qui s'était installé à Paris, qui a ouvert une galerie sur l'art japonais, qui effectivement avait aussi un intérêt pour les estampes. Et c'était bien là où Van Gogh a acheté des estampes et aussi essayé de les revendre aux autres artistes, parce qu'il était convaincu que ces estampes avaient une valeur artistique importante à l'époque. Donc il a fait une recherche là-dessus. On voit bien parce qu'il copiait donc non seulement des peintres, des peintres anciens, des grands peintres anciens, mais aussi des grands artistes japonais. Il copiait tout ça pour intégrer ce style après dans son style de peinture. Alors Hanneke Huber, c'est intéressant de voir comment il a transformer cette estampe en la copiant.
Oui, il a transformé. Donc, il a utilisé les couleurs qu'on a vues tout à l'heure à l'estampe japonaise, mais la même composition, mais on voit bien les touches peu vibrantes qui donnent la couleur. Et après, il a ajouté les bandes avec les lettres japonaises sur les côtés qu'il a probablement retrouvé dans un magazine sur l'art japonais qui existait à l'époque. Les couleurs, alors, c'est vraiment intéressant aussi de voir comment il a traité ces couleurs. Donc c'est pareil, ce vert, ce blanc, ce rouge, ce couchant. Mais alors tout est feu, j'allais dire. Tout à fait. Même le vert, même le blanc. Ainsi, on connaît les œuvres de Vincent van Gogh quand il était encore en Hollande. On voit bien qu'il a fait une transformation extraordinaire d'utiliser la couleur aussi vive, aussi resplendissante en fait. Mais pas pour justement, il y a pas d'ombre, il n'utilise pas des ombres pour donner la profondeur, mais avec la couleur, il suggère la profondeur. Et c'est ça en fait qui est assez remarquable dans ce tableau. Et donc la transformation artistique d'un style assez sombre qu'il avait aux Pays-Bas à un style très éclatant, comme on voit ici. Ça date de quand ça? Ça date 1887, voilà. 87. Et par exemple, le verger derrière est éclatant de blancheur. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup plus de fleurs et de... Oui, tout à fait. Entre l'estampe d'Hiroshi et la copie à l'huile de l'estampe, je crois voir la main de Vincent. Au crayon sur un papier, il a tracé une trame de carreaux qu'il a numérotée, et il a point par point replacé le prunier, le verger, les petits personnages. Précision, minutie, cette obsession touchante de la répétition d'un geste chez celui qui pourtant fait jaillir la couleur. Comme s'il suivait les traces d'une trame pour maintenir en vie l'homme peintre. Il a parcouru cette distance du nord au nord, détour par le midi. Il a gardé sur lui l'empreinte de ses lumières jusqu'à Auvers-sur-Oise, où, réellement, c'est gravement beau, dit-il, je veux très volontiers ici donner un coup de brosse. Et que de champs, de paysages, de pluie de plaine et de ciel orageux, mais plus un seul autoportrait, se retrouvent inscrits dans le champ de blé au corbeau. C'est peint en juillet 90. C'est très sombre, c'est très violent. Les corbeaux qui apportent leurs cris. C'est sonore, mais aussi omineux. Je ne veux pas dire qu'il a prédit le suicide, pas du tout, mais il y a quelque chose de menaçant dans ce tableau, je crois. Les grandes oppositions entre le ciel noir, bleu de Prusse, et les champs qui sont jaunes, inquiétants, je crois. Il y aura un orage ici. Et c'est complètement désert. Pas de figure d'homme ou semeur, personne. Seulement les blés. Non, Van Gogh n'était pas fou, mais ses peintures étaient des feux grégeois, des bombes atomiques, dont l'angle de vision, à côté de toutes les autres peintures qui sévissaient à cette époque, eût été capable de déranger gravement le conformisme larvaire de la bourgeoisie Second Empire et des sbires de Thiers, de Gambetta, de Félix Faure, comme ceux de Napoléon III. Car ce n'est pas un certain conformisme de mœurs que la peinture de Van Gogh attaque, mais celui même des institutions, et même la nature extérieure avec ses climats, ses marées et ses tempêtes d'équinoxe ne peut plus, après le passage de Van Gogh sur Terre, garder la même gravitation. Et alors je disais oui, c'est très bien, il fait mon portrait, mais ça ne sera jamais moi. Adeline Ravoux, la fille de l'aubergiste d'Auvers, en 1953. C'était une journée comme les autres, seulement l'heure du repas s'est passée sans qu'il ait paru. Et c'était une journée très chaude. Après dîner, mes parents se sont assis à la porte avec moi. Et
tout inquiets de ne pas le voir arriver. Nous nous demandions ce qui pouvait lui être advenu quand nous le voyions paraître. Mais alors, avec une drôle d'attitude. On disait comme il a l'air drôle, voilà Monsieur Vincent, mais... Alors, quand il est arrivé devant nous, ma mère lui dit, oh Monsieur Vincent, nous étions vraiment inquiets, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous n'avez pas eu d'ennui surtout. Il dit, non mais... Et puis, il passe très vite. Et prend sa chambre, prend l'escalier qui conduit à sa chambre. Alors on se dit, il est bien drôle. Mon père se lève, va écouter à la porte de son escalier et l'entend se plaindre. Il dit, il y a quelque chose, il monte. Et alors là, il lui dit qu'est-ce qu'il y a, il se découvre, il dit, tenez, voyez, il montre sa plaie. Évidemment, n'est-ce pas, quand mon père s'est aperçu qu'il avait tué un coup de revolver, il lui fallait des soins. Alors on a donc voulu s'occuper d'un docteur qui n'y en avait pas dans le pays. Et on s'est rappelé que le docteur Gachet, bien que n'exerçant pas, était quand même docteur et qui pourrait peut-être lui donner les soins. Qui est arrivé et qui a constaté en effet ce suicide, qui a dit à mon père, eh bien écoutez, il est perdu, il n'y a rien à faire absolument, il n'y a qu'à attendre la fin, et il est dans un état où il n'y a rien à tenter. Alors il est parti. Et puis le lendemain il est revenu pour voir où ça en était, il était de plus en plus bas puisque c'était la fin. Et il est revenu quand il a été mort. Enfin, mon père lui a donné ce qu'il fallait. Il est resté avec lui jusqu'au lendemain. Après la mort de Vincent, son frère Théo a voulu avoir un geste pour ceux qui avaient soigné Vincent, n'est-ce pas? C'est ça, oui, qu'il l'avait assisté en somme, oui. Et a voulu offrir, ne sachant comment remercier, a voulu offrir quelques toiles de son frère. A donc prié mon père d'en prendre, mais comme nous avions déjà la mairie et mon portrait, mon père a refusé, disant qu'il était suffisamment payé de cette façon-là. Et quant à Gachet, qui était là avec son fils, alors lui, Gachet, a décroché les tableaux et les roulait en les passant à son fils, en lui disant « Roulez, Coco ». Alors Coco roulait à peu près une douzaine ou une quinzaine de toiles, car il s'était bien servi. Sans date. Mon cher frère, merci de ta bonne lettre et du billet de 50 francs qu'elle contenait. Puisque cela va bien, ce qui est le principal, pourquoi insisterais-je sur des choses de moindre importance? Ma foi, avant qu'il y ait chance de causer affaire à tête plus reposée, il y a probablement loin. Les autres peintres, quoi qu'ils en pensent, instinctivement se tiennent à distance des discussions sur le commerce actuel. Eh bien vraiment, nous ne pouvons faire parler que nos tableaux. Mais pourtant, mon cher frère, il y a ceci que toujours je t'ai dit, et je le redis encore une fois, avec toute la gravité que puissent donner les efforts de pensée, assidûment fixés, pour chercher à faire aussi bien qu'on peut. Je te le redis encore, que je considérerai toujours que tu es autre chose qu'un simple marchand de coraux, que par mon intermédiaire tu as ta part à la production même de certaines toiles, qui même dans la débâcle gardent leur calme. Eh bien, mon travail à moi, j'y risque ma vie, et ma raison y a fondré à moitié bon. Mais tu n'es pas dans les marchands d'hommes, pour autant que je sache. Tu peux prendre parti, je le trouve, agissant réellement avec humanité. Mais que veux-tu? Si on date avec Van Gogh la fin de quelque chose et le début d'autre chose, donc si on entre dans la modernité, avec notamment lui, hein, il n'est pas le seul, si on entre dans la modernité avec Van Gogh, il est certain qu'il nous dit quelque chose qui n'est pas tellement quelque chose sur, enfin, qui n'est pas tellement quelque chose sur, de connaissance des choses, mais il nous dit de comment vivre. Ce qu'il nous apporte quand même, c'est, alors évidemment, je répète, c'est encore une figure qu'aujourd'hui on rejette, mais c'est la figure de l'artiste qui va vivre contre le monde dans lequel il est, et pas en harmonie avec le monde dans lequel il est. Alors quand je dis contre le monde, contre la société dans laquelle il est, et non pas en harmonie avec la société. C'est tout le problème qui est posé aux artistes aujourd'hui. Comment les artistes peuvent-ils justifier le fait d'être artistes dans le monde qui est le nôtre? Alors il y a une chose chez Van Gogh, c'est que il est en vie à travers l'art. C'est l'art qui est sa vie. Le Van Gogh est le signe que pour être artiste, il faut vivre exclusivement pour l'art. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Van Gogh, c'est un religieux de l'art. Il peut pas
ne pas vivre sans produire, que ce soit de la toile ou que ce soit de l'écriture. Ce qui va le distinguer des faiseurs. Un faiseur, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui écrit pour écrire, qui peint ou qui fait de l'art pour se faire voir, mais qui n'engage pas sa vie dans son geste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le geste doit toujours être maîtrisé, mais au risque que ma tête y passe, ou que ma santé y passe. Ce qui me passionne le plus, beaucoup davantage que tout le reste dans mon métier, c'est le portrait moderne. Je le cherche par la couleur et ne suis certes pas seul à le chercher dans cette voie. Je voudrais, tu vois, je suis loin de dire que je puisse faire tout cela, mais enfin, j'y tends. Je voudrais faire des portraits qui, un siècle plus tard, aux gens d'alors, apparussent comme des apparitions. Une vie, une œuvre, Vincent Van Gogh. Avec Pascal Bonafou, historien de l'art, auteur de Van Gogh par Vincent, édition de Noël. Anneke Hubert, historienne de l'art. Léo Janssen, conservateur au musée Van Gogh d'Amsterdam. Christine Jean et Jean-Pierre Pincemin, peintres. Louis Ucciani, philosophe, auteur de La peinture des concepts, édition L'Harmattan. Et la voix d'Adeline Ravoux. Voici croquis de ma dernière toile en train, encore un semeur. Immense disque citron comme soleil. Ciel vert-jaune à nuages roses. Le terrain, violet. Le semeur et l'arbre, bleu de Prusse. Toile de 30. Les lettres de Vincent Van Gogh sont lues par Louis Salkind. Vincent Van Gogh, Lettres à Théo, édition Gallimard l'Imaginaire,